Mesdames, messieurs, bonsoir. Il est 19h. La séance du conseil municipal du 27 juin 2024 est ouverte. Je rappelle que la séance est filmée. Nous allons procéder à la vérification du quorum. On va faire la vérification du quorum. On fait la vérification du quorum. Philippe Blanquet, Maria Roisa, Denis Béziat, Nadia Estan, Sébastien Reiser, monsieur qui sera secrétaire national, Dominique Garay, absent, Paquita Zanel, Serge Bourrel, à de procuration, Madame Eliane Articot, Jean-Paul Néral, Pierre Guéral, Chantal Roux, a donné procuration, Charles Pizzac a donné pouvoir à Nadia Estan, Charles Chemin, absent, Sonia Guidel, Sonia Forêt, Annie Berthe a donné pouvoir à Fabien Lebar, Eliane Sonos, Aurélien Giraud, Nicolas Lemay, Cyril Duguay, et Soidra Fiti. Nous allons procéder rapidement à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil du 28 août. Y a-t-il des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc, le premier point, nous allons chambouler un petit peu l'ordre du jour qui nous a été communiqué par Madame Weber. Donc, s'agissant d'une présentation liée au PADD, au plan local de valide, plus précisément du PADD, je vais donner la parole à Madame Estan qui vous présente tout de suite. Donc, Denis, je veux que sur le procès verbal, Denis Béziat sort, on le rappellera après ce point. Éviter les conflits d'intérêts. Voilà. Parce qu'il est en bouffé dans le terrain. À demain. Voilà. Donc, alors, c'est avant de démarrer, oui, on va démarrer après. Parce qu'on a Damien qui est venu pour se présenter et peut-être qu'on aurait pu lui donner la parole et le libérer quand même, le pauvre, parce qu'il est venu que pour dire bonjour et se présenter. Alors, si vous me permettez, on va faire un petit aparté juste pour qui se présente. Prends le micro, hop. Parce que je te vois et je me dis, mais le pauvre, ça y est, on l'a zappé. Merci, je vais être au milieu pour qu'on me voit du coup. Ça marche plus là, non? Si, vous êtes devant Ouais. Du coup, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Damien Coquia, je suis arrivé le 9 septembre dernier et je suis en charge de la communication, de la programmation culturelle et de la vie associative. Donc voilà, pour les prochaines demandes, là je le lance dès maintenant, enchanté de vous rencontrer tous déjà. Et je vais commencer à travailler sur la lettre municipale de novembre et sur le bulletin municipal. Donc ce sera à moi qui vais envoyer l'information. Je récupère l'adresse mail de Sabrina qui était auparavant. Donc comme programmation culturelle, arobase. Donc voilà, si vous avez des informations à me transmettre pour les prochains mois. Voilà. Et puis au plaisir d'échanger si vous avez quelque chose que ce soit sur la communication, programmation culturelle. Voilà. Merci. Bienvenue. Et merci. Voilà, tu sens solidaire quand même. Voilà. Hop. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Alors, juste, donc, on redébat du PADD alors qu'on l'avait fait il y a 10 ans. Pour une simple raison, c'est qu'au niveau du ZAN et du SPOT, il y avait des éléments qui ont changé. Et donc, il y a 2 chiffres qui doivent changer sur ce PADD, rien d'autre que ces 2 chiffres. Mais pour une question de, on va dire, de sûreté du document, pour pas que le PLU puisse tomber, parce qu'aujourd'hui, les avocats cherchent la moindre faille pour accorder les PLU,
On a préféré faire ceinture, bretelle et parachute, hein, donc on redébat, ça va prendre 10 minutes, mais au moins ça nous permet de sécuriser la procédure par rapport à ces 2 chiffres. Rien n'a changé sur le projet global. Bonsoir, donc je représente le bureau d'études Artelia, donc qui accompagne la commune sur la révision de votre document d'urbanisme, donc de votre plan local d'urbanisme. L'idée, effectivement, comme l'a dit Madame Estang ce soir, c'est de redébattre de ce PADD. Alors c'est une formalité administrative et qui est importante quand même, hein, comme Madame Estang l'a dit, c'est vraiment pour sécuriser la procédure du document d'urbanisme. On redébat souvent d'un PADD, hein, c'est très commun maintenant dans les procédures de révision ou d'élaboration parce que voilà, les chiffres évoluent, la procédure dure et effectivement les lois se mettent à jour et donc il faut à chaque fois rentrer dans les cases. Donc pour vous faire un petit résumé, donc vous avez je pense reçu le PADD modifié. Les éléments modifiés étaient surlignés en bleu, donc comme l'a dit Madame Estang, ce sont des histoires de chiffres, 2 chiffres sont modifiés. Là ce soir je vais juste vous présenter un résumé pour que vous puissiez comprendre pourquoi ces chiffres ont évolué. Donc là ce que vous avez devant les yeux c'était votre PADD actuel, alors c'est un peu flou. De toute façon je pense que la présentation, je ne sais pas si ils l'auront après ou pas, ou la bonne. Ok. Donc sur la partie gauche, c'est votre PADD que vous aviez débattu il y a 2 ans. Et effectivement, ce qui est en bleu surligné, ce sont les modifications. Donc les modifications, ce sont la densité moyenne projetée. Le SCOT est en révision, donc le schéma de cohérence territoriale. C'est le document qui est juste au-dessus de votre PLU. Et du coup, il est en révision et les chiffres sont en cours de discussion. On les intègre d'ores et déjà dans votre document en révision pour que vous soyez compatible d'ores et déjà avec ce schéma de cohérence territoriale. L'objectif, c'est de ne pas valider un PLU et après être obligé de faire une compatibilité parce qu'il y avait quelque chose qui ne soit pas compatible avec le PLU. Alors avant, la compatibilité avec le SCOT était, on va dire, déjà obligatoire, mais pas contractuellement, on ne pouvait pas punir. Là, maintenant, le législateur a changé un peu les choses. C'est que si on met en compatibilité, on perd le droit de construire. Ça veut dire que c'est le préfet qui prend la main. Donc du coup, on a tout intérêt à être dans les règles. Voilà. Donc comme on le disait, donc, votre scénario de développement pour les 10 prochaines années ne change pas. Toujours l'objectif d'accueillir 250 nouveaux logements. Objectif démographique, c'est d'arriver dans les 10 prochaines années à environ 3600 habitants sur la commune de Venerque. Ce qui change aussi, et c'est l'évolution du document d'urbanisme, aujourd'hui vous avez un PLU qui vit sa vie, donc vous avez des autorisations d'urbanisme qui continuent à être déposées, donc les chiffres ont un petit peu bougé. Donc aujourd'hui, dans votre enveloppe actuellement urbanisée, avant vous aviez écrit que vous pouviez accueillir environ 70 logements. Là, ça a un petit peu évolué, donc les chiffres que vous allez voir sur votre futur PADD, c'est donc 90 à 110. On a mis une fourchette pour se laisser la marge de manœuvre aussi, il y a d'autres choses qui viennent à bouger. Et ensuite, le potentiel en extension, en consommation d'espace, c'est entre 120 et 140 logements. Il y a un rééquilibrage qui a été fait, parce que, comme je le dis, ça bouge. Vous avez un document qui continue à vivre sa vie jusqu'à l'approbation de ce nouveau document, donc il fallait adapter. Et oui. On peut poser des questions pendant la présentation. Ou comme temps. Et du coup, ces chiffres ne me parlent pas par rapport à une référence. Et du coup, je veux savoir ce que ça veut dire concrètement par rapport aux différents quartiers qui viennent d'être créés et ceux qui vont. Alors, je ne peux pas parler du futur, parce que c'est pas encore arrêté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres qui sont présentés aujourd'hui, c'est la réalité en fait de. C'est la projection de ce qui se fera. Mais sans, on ne parle pas de zonage pour l'instant. Donc, du coup, ma question reste valable. Moi, je voudrais savoir, en fait, ces chiffres-là aujourd'hui, est-ce qu'ils intègrent Cousy? Est-ce qu'ils intègrent. Tout ce qui est sorti est intégré. Les chiffres qui sont donnés, les chiffres qui sont donnés, tu dis, c'est tout ce qui projection, en fait. Mais ce qui intègre tous les permis ou les PA. Tout ce qui a déjà été abordé et ça a déjà été. Moi, c'est moi qui ne comprends peut-être pas, mais il y a la réalité de ce qui est fait aujourd'hui, et puis
puis après, il y a la collision. Exactement. Une collision, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. C'est ça. Donc ça, c'est une C'est la prévision. collision. Si ces chiffres, c'est la collision, ça veut bien dire qu'en fait, on a provisionné sur un certain nombre de projets qui vont arriver en fait. Oui. Est-ce que dedans, il y a le COUSI, donc le quartier qui est à côté Il de a la déjà salle. été défalqué. Celui-là, il a déjà été défalqué. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ok, et ensuite, il y a Montrouzi, c'est ça? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, excusez-moi, Mont-Saint-Jean. Et là, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu es en train de parler de quelque chose qui n'existe pas, je ne sais pas. D'accord. Parce que je te dis, le zonage n'a pas encore été fait. Il y a le petit lotissement de 4 ou 5 maisons, je pense que c'est pas de ça que tu parles. Non, je pense pas. Non, voilà. Non, je sais pas. Je ne peux Excusez-moi, pas. je Je ne peux pas, aujourd'hui, on ne parle pas de ce qui va se passer après. On parle que de projection en nombre de logements, mais on ne sait pas où ils sont. Géographiquement. Ok. Voilà. C'est un cours de travail en fait. Si vous voulez, le PADD, c'est votre projet politique, c'est de se dire, dans les 10 prochaines années, je veux arriver à tant de population sur la commune. Comment j'y arrive? J'arrive. Un lien, je suis toujours avec le SCOT. Comment je les accueille? Je les accueille dans la tâche urbaine, donc dans ce qui est déjà actuellement urbanisé, c'est-à-dire un logement vacant, et dans les downtrons, c'est des parcelles qui sont vides dans votre tissu urbain existant. Et ensuite, dès que tout ça est comblé, on va aller chercher en extension. Du coup, excusez-moi, je vais poser la question différemment, parce qu'effectivement, là, du coup, c'est trop technique pour moi, et peut-être que je maîtrise pas tout. Aujourd'hui, on sait qu'on a une limite au niveau de nos écoles, d'accord? Quand on a ouvert le PLU, il y a 2 ans de ça, on a vite compris qu'il fallait effectivement mettre sous contrôle la croissance de la population sur le temps de pouvoir répondre correctement vis-à-vis de nos structures d'école. Les nouveaux chiffres qui sont présentés ici, est-ce qu'ils nous permettent toujours de contenir ça, ou est-ce que finalement on réouvre une vache, sachant que pour l'instant, on n'a toujours pas de solution aux écoles? Non. C'est ça la question. Oui, mais ça n'ouvre pas les balles parce qu'on peut conditionner l'ouverture des zones à la construction d'écoles. Exactement. Et au-delà de ça, c'est un permis à construire, ça ne veut pas dire que c'est une obligation à construire. Et au-delà de ça, il y a une loi qui s'applique à l'échelle du SCOT, à l'échelle de la France. Il y a la loi climat et résilience qui est sortie. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on va y venir, c'est dans la présentation. Elle, de fait, elle va venir conditionner clairement le développement des communes. Pour être clair, elle regarde la loi, elle demande à ce qu'on prouve que vous avez fait une réduction de 50%. On regarde ce qui s'est passé les 10 dernières années sur votre commune et on doit réduire de 50%. Donc, de fait, vous devez réduire le fait de construire en extension. Et ensuite, elle demande aussi de faire un phasage. C'est-à-dire de ne pas tout sortir en même temps. Là, on parle de 50% sur la surface, on parle de surface. Oui. Après, l'objectif démographique. Voilà, c'est pas par le. Ah non, là, je suis d'accord. Après, c'est bien. Exactement. Et on peut conditionner l'ouverture d'une zone à quelque chose. On peut mettre une année, on peut mettre le fait que vous ayez effectivement pu développer des équipements publics, etc. D'accord, donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on continue à se projeter dans une croissance, mais qu'on se met des garde-fous à côté. J'ai juste envie d'insister ce soir au conseil municipal pour bien préciser le fait qu'aujourd'hui, vu la situation qu'on vit sur les écoles, il n'est pas question ce soir de dire on continue en fait à ouvrir les vagues parce qu'on est juste dans l'incapacité de répondre aux besoins. Non, mais là, en gros, c'est un droit à construire et non pas une obligation à construire. Ce que moi je comprends aussi, quand on avait discuté du fameux projet COUSI, c'est qu'une fois que le PLU en fait, il fixe un cadre, parce que celui-là n'avait pas. tout à fait, mais tous nos partenaires s'engouffrent dedans, et si on n'a pas une capacité en fait, à se protéger. C'est pour ça que je dis qu'on prédit le PLU, on ne le réaliserait pas. Oui. L'objectif là, c'est de venir cadrer tout ça. Après, la projection, elle est à 10 ans, maintenant, parce qu'il y a sur le temps, effectivement. Elle est même pour les vagues de maintenant, pour les ouvrir plus tard. Si la commune s'avère être en capacité de répondre aux besoins en termes de construction. Et je répète, c'est un droit à construire et non pas une obligation à construire. Oui, pas une obligation, peut-être le chiffre. Non, c'est un droit. Non, bien sûr, mais dans le projet du COUSI, moi j'avais bien compris à un moment donné qu'on était bloqué. Parce qu'à partir du moment où le PLU donne accès en fait du droit à construire, tu ne peux pas t'y opposer. Tu n'as pas la possibilité. Alors je recommence, il n'y avait pas ce phasage qui était. Le phasage qui avait été mis, c'était si la surface était remplie à plus de 30%, on devait ouvrir à la construction.
On était dans ce cas-là. Là, on ne va pas le conditionner à un pourcentage, on va le conditionner à des services publics. Et au-delà de ça, C'est pour ça qu'on change de règle. et il y a plein d'autres leviers, hein, le fait d'imposer du locatif, social par exemple aussi, ça peut aussi permettre de toucher un type de bailleur, etc. Donc ça aussi, ça limite le fait que ça soit du privé, etc. Vous avez donc ce levier-là, vous avez aussi le levier de mettre des règles très strictes pour que la personne, enfin, le constructeur vienne et respecte toutes les règles que vous avez mises sur votre document d'urbanisme. Donc il y a plein de leviers, il n'y a pas que la temporalité. Mais j'entends bien la synthèse de la discussion, après on peut passer aux choses. Aujourd'hui, on met en place les mécanismes qui nous permettent de limiter ou de mettre sous contrôle l'évolution de la population, le temps qu'on ait un plan, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de plan sur les écoles, le temps qu'on ait un plan sur les écoles. Très clair. On rejoint ce que tu dis, j'ai juste une question pour terminer par un exemple donné. Est-ce que les nouvelles maisons qui vont être construites dans le lotissement à côté de la station culturelle vont être déduites de ce chiffre? Non, ils ont été déduits de la consommation d'espace, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La consommation d'espace? Eh ben oui, elle a déjà été consommée, puisque le PA est en cours de... Même si les maisons sont pas construites? Même si On va y venir, oui. Ok. On va voir les cas. C'est toute la subtilité du comptage. C'est ça. Vous avez des gens qui peuvent avoir d'autres changements pour construire 120 à 140, ça fait un certain nombre de logements. C'est ça. C'est ça. C'est ce que disait Sébastien tout à l'heure. Donc au-delà de cette projection démographique, donc entre ce que vous pouvez accueillir dans la tâche urbaine et ce que vous pouvez accueillir en extension, la loi climat et résilience demande à ce que dans ce projet d'aménagement et de développement durable, donc dans ce PADD, vous affichiez un objectif de réduction de la consommation d'espace. La loi, elle est pour tout le monde la même, que ce soit une commune rurale ou une commune urbaine. On regarde ce que vous avez consommé les 10 dernières années et ensuite on réduit à minima de 50%. Le SCOT aujourd'hui a un objectif de réduction de quasi 60% sur notre territoire. Donc on s'est mis en ordre de marche pour respecter les engagements du SCOT. Donc l'objectif aujourd'hui c'est d'avoir une réduction de la consommation d'espace d'environ 60%. Et donc de se dire que dans les 10 prochaines années, vous allez avoir une consommation d'espace totale inférieure à 10 hectares. Alors juste pour expliquer, la loi dit 50%, mais on doit déduire les projets régionaux, les projets des communes, et ainsi de suite. Donc d'où ce chiffre de 60. Ce n'est pas un choix du SCOT d'être plus vertueux que la loi, c'est chacun fait ses comptes. Donc d'un côté la région, l'État, tout ça, et quand c'est descendu à notre échelle, on nous dit une réduction de 60. Sauf que le SCOT n'a pas pris ce chiffre-là tel quel. Ils n'ont pas dit chaque commune va réduire de 60. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'on met toutes les terres en commun sur l'ensemble du territoire et on réduit de 60 et après on répartit suivant le positionnement des communes. Entre les communes qui sont des pôles d'équilibre et les communes qui sont des pôles de service. Et il s'avère que d'une façon ou d'une autre, nous tombons exactement sur le même chiffre. Pourquoi? Parce que notre PLU était bien fait. Donc du coup, on est retombé sur nos chiffres. Oui. Vous allez dire que concrètement, il n'y aura aucun terrain constructif qui va redevenir pour le terrain agricole. Si. Oh, bien sûr que si. Là, ça veut dire ça. Oui, ça veut dire exactement ça. Pas aucun, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, c'est pas aucun, c'est beaucoup. La traduction in fine, c'est ça, c'est que vous avez toutes les communes, là, on va pas se faire des amis. On va élargir la conversation, c'est que toutes les communes aujourd'hui ont des documents d'urbanisme. Il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui sont au règlement national d'urbanisme, qui ont je ne sais pas combien d'hectares ouverts, et qui du coup se retrouvent avec pas beaucoup, voire très peu, voire rien pour certains. Vous avez la chance de pouvoir continuer à en avoir un petit peu, puisque du coup vous avez eu un développement quand même assez conséquent sur la commune. Et vous avez aussi l'école de service, exactement. Donc les deux toutes les thématiques qui ont été abordées dans le diagnostic fait que effectivement vous avez pas mal de leviers pour continuer à vous développer raisonnablement. Et donc effectivement vous avez un PLU qui va se réduire. Voilà. Pour conclure, c'est un peu ça. Mais bien sûr, ça va être réduit. Mais
Mais c'est pas nous, c'est bon. Hein. Parce que on n'a pas fait le bilan, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être 10 ou 15 hectares ouverts à l'urbanisation, et là, on passera entre 6 et 10. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses qui vont se fermer. Parce qu'on est en train de dire, c'est que c'est d'autres types de constructions qui vont Exactement. On va avoir un peu plus de hauteur. Pas obligé. Pas obligé, parce que quand on regarde avec la densité, on reste pas dans le même chiffre. Non, mais c'est la tendance. Mais c'est la tendance. Alors, c'est la tendance, et une commune comme Autorive, elle va monter. Elle est pôle. Elle a un statut qui fait que sa densité est encore supérieure à la nôtre. Et elle divise aussi par 60% son pouvoir de construction. Voilà. Vous voyez bien qu'on se prépare à une révolution. Donc pour continuer, on est arrivé à ces chiffres-là d'une manière assez facile, entre guillemets, c'est beaucoup de comptabilité, l'urbanisme de nos jours. Donc la loi climat et résilience, elle dit qu'il faut regarder ce qui s'est passé entre la temporalité 2011-2021. C'est le moment où elle a été actée en été 2021, donc on regarde ce qui s'est passé les 10 années avant la promulgation de la loi. Donc vous avez consommé de 2011 à 2021 19,04 hectares, toutes fonctions confondues, que ce soit pour de l'habitat, pour de l'équipement, mais aussi pour de l'activité économique, etc. Ce sont toutes les taches rouges que vous voyez sur la partie gauche de votre carte, et la partie violette aussi, pardon, parce qu'il y a de l'activité. Et ensuite, on doit aussi regarder ce qui s'est passé post-2021 à aujourd'hui, donc, parce qu'effectivement, il faut réduire de 50% sur la temporalité 2021-2031, donc les 10 années après, mais il faut commencer à déduire les autorisations d'urbanisme qui sont tombées depuis. Chez vous, c'était assez léger. Vous avez consommé de 2021 à aujourd'hui 0,91 hectares. Et pour rajouter un peu de complexité à tout ça, il faut aussi être compatible avec le code de l'urbanisme qui lui demande de regarder les 10 années avant l'arrêt. Donc ça rajoute plein de temporalité, donc c'est-à-dire 2014-2024. Mais on voit que chez vous, il n'y a pas trop, la tendance reste normale, où la consommation était assez régulière. Là, la consommation pour les 10 années avant l'arrêt, puisque effectivement le document va s'arrêter en fin d'année 2024, c'est 17,63 hectares. Pareil, habitat, équipement, économie. Alors, du coup, justement, sur la partie, on a parlé des habitations, du coup, sur la partie équipement. Aujourd'hui, au niveau de la mairie, on a des enjeux encore, notamment le nouveau groupe scolaire. Est-ce qu'on a cette projection? Est-ce qu'on a, dans notre prévision PLU, protégé cet espace? Évidemment. Oui, évidemment. Clairement, là, c'est vous qui avez la main pour faire le document d'urbanisme. L'objectif, c'est de mettre tout en œuvre, effectivement, pour que les équipements continuent à se développer. Donc, elle se fait soit parce qu'on a géré déjà le terrain, donc il y a une zone entière, et évidemment, on laisse en zone constructive, mais on voit, mais aussi à, on va dire, des zones, comment on appelle ça, des emplacements réservés pour d'autres projets, si par hasard, je parle surtout de mobilité, si par hasard on n'a pas encore acheté ou on n'a pas encore en notre possession, c'est un outil évidemment, ça a été tout actif. C'était déjà marqué. C'était déjà marqué. En zone réservée, exactement. La PLU actuelle. Oui, mais on a continué à le faire de la même façon. Donc à ça, on est venu regarder donc, le potentiel de densification. Je résume vraiment les chiffres que vous allez voir dans le PADD, c'est pour que vous compreniez la base du travail. C'est effectivement que des chiffres, mais on va y passer. Donc le potentiel de densification, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre enveloppe urbaine. Donc c'est tout ce qui est dents creuses. Donc les dents creuses, ce sont les parcelles vides de moins de 2500 m². Donc c'est une parcelle qui est vide, en cœur de bourg, qui est bâtie de part et d'autre, et qui fait office d'une dent creuse. Ça, c'est une méthodologie qui sort de l'État, on ne l'a pas inventée, c'est pour tout le monde pareil. Ensuite, il y a les divisions parcellaires, donc c'est les terrains qui sont déjà bâtis, donc les chiffres, on va en parler. Les divisions parcellaires, c'est des parcelles déjà bâties sur votre territoire, donc là où il y a une maison, le terrain est suffisamment grand, et on fait une projection, on se dit que
le propriétaire, s'il a envie, s'il a besoin, etc., peut diviser le fond de jardin ou le devant de jardin pour accueillir une nouvelle construction. Donc ça fait partie. Quand elle dit peu, c'est-à-dire que c'est son droit aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne leur demande pas une autorisation de diviser. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. La loi a ouvert open bar la division parcellaire. Donc sur ce côté-là, on n'a pas de droit. Le seul opposition qu'on peut faire, et elle va en parler dans quelques secondes, c'est les risques. Ça veut dire qu'on peut nous interdire une certaine zone parce qu'il y a des risques. Et on en a assez, de l'air entre ce qui s'écroule et ce qui se noie. Donc du coup, ces éléments-là, on les a évidemment, on va essayer dans la mesure du possible, parce qu'il faut que ça soit validé, parce que des fois ça dépend de la DDT, des fois ça dépend de je ne sais pas qui, je ne sais pas dans nos mains. Nous, on va être force de proposition pour dire attention, il y a des risques là, là et là et là, et soit on nous suit, soit on ne nous suit pas. C'est ça. Il ne faut pas penser qu'on est libre de tout. On est dans un cadre. Et donc, avant de. En fait. Non. Un petit peu comme Madame Maguiro. Ah oui, ça c'est sûr. On est de plus en plus. Et avant d'aller chercher, en fait, cette démarche, elle est là pour, avant de venir chercher en extension, donc en consommation de l'espace agricole, naturel, etc., il faut prouver que vous pouvez encore accueillir à l'intérieur de votre tâche urbaine, avant d'aller consommer et faire du montage autour de votre commune. Donc, sur votre commune, il y a 64 dents creuses, ce qui fait à peu près 80 logements. Il y a 56 divisions parcellaires. On n'en a pas retenu une pour une parce que le propriétaire, il n'est pas obligé, il ne sera pas obligé. Voilà. S'il veut le faire, il le fait. S'il ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Mais on doit prouver à l'État que vous avez quand même ce potentiel à l'intérieur. Donc on ne va pas retenir une division pour un logement. Donc on en retient une sur deux, ça fait 28 logements. Et ensuite, vous avez 3 espaces interstitiels. Donc c'est des parcelles un peu comme la dent creuse, qui sont à l'intérieur de votre bourg, qui sont plus de 2500 m². Et qui, eux, du coup, consomment de l'espace, parce que la surface fixe est au-delà de 2500 m². Et donc, ces parcelles sont de fait constructibles, puisqu'elles sont à l'intérieur de votre enveloppe urbaine. Donc ça, cette diapo-là, elle présente donc le chiffre qu'on va retrouver dans votre futur PADD. On a réfléchi à 3 scénarios, comme on l'a dit tout à l'heure. On s'est basé sur celui du SCOT. Donc, si on regarde, donc, les 10 dernières années, vous avez consommé environ 18 hectares, on a fait un arrondi, ce qui fait qu'avec une réduction de 60%, on arrive à 7,2 hectares, toutes fonctions confondues pour votre PLU. Comme je l'ai dit, on doit déjà soustraire ce que vous avez consommé depuis la loi donc 2021. Donc, vous avez consommé que 0,91, donc c'est déjà bien. Et vous avez 1,24 d'espace interstitiel, donc qui sont de fait dans le bourg et qui vont devoir être constructibles. Donc quand on déduit petit à petit, on arrive à une consommation d'espace de environ 5,90 hectares. Donc pour les 10 prochaines années, ce qui sera constructible sur la commune de Venères, c'est 5,96 hectares. Et là, le travail est en cours pour savoir où est-ce qu'on place ces espaces. Je pense que j'ai fini. Après ça, c'est le bilan des logements. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, s'il y a des questions, je remets la première diapositive. Donc en fait, on a consommé presque 19 hectares. Et là, pour les 10 années qui arrivent, on a alors 6 hectares. Alors totalement. Alors déjà c'est ça, et il faut juste dire qu'on a 6 hectares parce que on est classé commune pôle de service. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait été classé autre pôle, il y en a qui ont même pas 1 hectare. Donc il y a certaines communes qui vont fermer leurs écoles, ça ne sera plus un problème. Je veux dire, ils n'ont plus d'école, ils n'ont plus de questions à se poser là-dessus. Donc là aujourd'hui, il y a une politique de diminution, et je le comprends, hein, de consommation d'espace, elle est vraiment, voilà, mais on est quand même très attaché au pavillon individuel. Je veux dire, les gens viennent dans nos contrées, pas pour se retrouver dans un immeuble, pas d'entre eux. Donc aujourd'hui, il y a une vraie distraction entre l'habitat priorité et l'habitat futur, qui ne sera pas de même. Donc aujourd'hui, l'habitat en bande est le minimum syndical, on est d'accord, c'est-à-dire qu'il va falloir retravailler complètement l'architecture et la configuration. Alors si vous regardez la rue de Venères, là où on est, l'habitat en bande, c'était déjà le cas. Hein. C'est un moment où on est parti dans tous les sens, où on a mis une maison au milieu d'un grand terrain, et là on revient à la raison. Hein.
On ne peut pas dire, oui, on va obliger les gens. Il y a certaines années, il y a très longtemps, dans les cœurs de ville, on avait de l'habitat en bande. Hein, et les gens étaient heureux, ils vivaient dans les villages. Donc, c'est juste, on revient à une certaine frugalité de la consommation de la terre agricole, et je pense que tout le monde est d'accord sur ce point, c'est pas le point en question, mais maintenant il va falloir réinventer l'habitat. Ça veut dire que moi je ne suis pas obligée de dire que ça va être obligé des tout, je ne suis pas d'accord, il y a plein de choses, il va falloir sortir juste du modèle actuel. Donc il y a une réflexion à mener. La question qu'on se pose, et qu'on se pose en commission urbanisme, hein, on a fait un atelier la dernière fois là-dessus, hein, sur ça, c'est de se dire jusqu'où, en gros, on oblige les constructeurs à jusqu'où on va dans le détail pour que ils ne fassent pas des logements, j'allais dire, qui soient en gros le même logement d'aujourd'hui, mais dans un terrain plus petit, parce que c'est un peu ce qui se passe. Donc il y a toute une réflexion. On a mené ça avec le CLE, qui nous a mené, j'allais dire, vraiment la carte de Venette, on a travaillé. Ce n'est pas grave, c'est pas ça le problème. Si ça se fait comme ça, c'est l'espace on reste sur la. Non, on va faire pas coller. Donc en réalité, on va venir dans ce taux, on va respecter la densité. Mais c'est juste qu'au lieu d'avoir le pavillon au milieu du terrain, ça sera plutôt de l'habitat en bande, par exemple. Mais je rejoins Sébastien, le point bloquant aujourd'hui pour le développement de la commune, ça sera les services publics, en particulier l'école, parce que c'est le point prégnant. Et là, contrairement au PLU d'avant, où on avait ouvert des espaces par rapport à la consommation d'espace, ce qui a fait que n'est pas bloqué, cette fois-ci, on fera l'ouverture d'espace par rapport à plus de critères. Ce qui nous permettra, cette fois-ci, d'avoir et suivant les décisions que vous prendrez ou que d'autres prendront après nous, et là, on arrivera ou pas à cette population. Après, je peux vous dire que la population, on la maîtrise que dans la construction neuve et encore. Hein, on a bien vu les statistiques de l'école, le renouvellement urbain a donné plus d'enfants aux écoles que la construction neuve. Donc ça ne veut pas dire du tout qu'on maîtrise quoi que ce soit. Soyons très clairs. Voilà. On ne fait que maîtriser une partie. Disons que ce qu'on a quand même compris depuis qu'on est en place dans cette nature, c'est que le modèle il a évolué. Ouais. Là où on avait plutôt des emplois qui s'installaient, qui restaient libres jusqu'à la fin de l'année, on va dire, à venir, puis maintenant il y a un renouvellement non, mais ça montre bien qu'il n'y a pas d'équation obligatoirement entre la construction et l'accueil. C'est juste pour dire que l'un n'est pas obligatoirement corrélé à l'autre. Et que le modèle est beaucoup plus complexe, et celui qui pense savoir écrire le modèle, je veux bien le rencontrer, moi je n'ai pas là. Alors moi je vous redis ce que j'ai toujours dit, en fait, c'est une commune de 10 000 habitants, forcément elle a plus d'écoles et de classes qu'une commune de 5 000. Mais donc il y a une forme de proportionnalité, je pense, qu'il faut regarder en fait. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Mais une toi. fois qu'on a dit ça, j'entends tout ce que tu dis. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, hier, on parlait à la télé, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y avait une ville de 10 000 habitants qui a donné de perdre 500 habitants. Donc, je veux dire, je ne pense pas du tout qu'il y ait une colère. Quoi, je veux dire, on ne peut pas dire que Venert n'est pas dans une dynamique de progression parce qu'on est très bien placé, on est à la porte de Toulouse, on a le train, je veux dire, il y a plein de choses qui font que c'est plutôt attractif qu'autre chose. Mais hier, il nous montrait un exemple d'une ville de 10 000 habitants qui venait de perdre 500 habitants. Et avant, on pensait que ça n'existait pas. Ben aujourd'hui, oui, parce que les modèles ont complètement changé. Et là, aujourd'hui, celui qui arrive à prédire, ben, je vais rencontrer. Ce qu'il y a dessus aussi qu'il faut mettre ce qu'il faut, comme tu dis. Voilà, de protection. Là, dans les prochaines années, les plus proches, maîtriser quand même cette augmentation de. Mais ça a été entendu et. On a bien pris l'expérience qu'on a eue et on a vu que le faire sur le pourcentage de consommation d'espace n'était pas une clé suffisante. Je vous rappelle quand même, juste comme ça, qu'on a eu quand même plus de 15 ans de rétention foncière avant notre mandature. Hein. Donc du coup, on n'aurait jamais pu, j'allais dire, penser qu'on arriverait à ce stade-là. Rien, aucun chiffre,
aucun élément nous pensait que ça pourrait arriver. C'est pas notre mandature, c'est la mandature. Non, mais ce que je veux dire par là, qu'il y a eu quand même un blocage de plus de 15 ans qui a faussé complètement, j'allais dire, la linéarité. Et aujourd'hui, par rapport à l'augmentation de la population naturelle qu'on aurait pris par rapport au départ, c'est-à-dire au tout début, on est encore en deçà de ce qu'on devrait avoir eu comme population. On ne va pas supprimer quand même le terrain agricole. C'est l'objectif, c'est de les préserver. Au contraire, tu peux renforcer la loi, elle veut tout l'inverse, elle protège les espaces agricoles, les espaces forestiers et les espaces naturels. Crame du bleu, crame. Et c'est quoi la tendance à peu près sur les divisions parcellaires? Et est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place? Non, il y a zéro mesure. Le droit depuis qu'ils ont enlevé le COS, ce qu'on appelle le COS, le coefficient d'occupation du sol. Donc voilà, depuis qu'on a enlevé ce ratio qui existait avant, en réalité, et en plus on a eu la loi Allure derrière qui avait aussi été lancée, et ces deux trucs se sont percutés, et tous les modèles ont explosé en vol. Et aujourd'hui, tous les chiffres qu'on avait dans l'élaboration du SCOT, le premier SCOT, aucun chiffre n'a été bon. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus se percuter la loi Allure d'un côté et le COS de l'autre. Ça va faciliter les problèmes de type de voisinage. Après, on voit bien que c'est quand même une dynamique qu'on retrouve quand même pas mal maintenant. On sait que du coup, on ne peut plus aller consommer à l'extérieur de la enveloppe urbaine. Donc de plus en plus, on voit, il va y avoir de la division parcellaire. Comme l'a dit Madame Estin, on a limité sur les parties où il y avait la connaissance du risque, là où il y avait inondation, équipement de terrain, etc. Donc ça, c'est limité, c'est-à-dire que la constructibilité ne sera pas possible sur ces espaces-là. Et ensuite, il y a, dans le règlement écrit, vous l'avez déjà aujourd'hui. Ici, on est suivi. Je tiens à souligner, par exemple, on peut ne pas être suivi. C'est-à-dire qu'on va dire, non, on peut laisser. Bon, on attend une catastrophe naturelle avant de dire, mais pourquoi on a construit là? Voilà. Non, mais je veux vous montrer que on n'a pas la main. Nous, on est force de proposition, mais on n'a pas la main. On a ce qu'on appelle des PPA, les publics personnes publiques associées, et ils ont un pouvoir quand même important sur la décision finale. Alors, les chiffres, non, ils ne vont pas râler, parce qu'on a mis 60 d'emblée, donc ça, là, on a clos le débat, donc ça, ils sont contents. Maintenant, pour nous, on veut limiter les risques, c'est mais c'est pour ça qu'au-delà du débat technique, pour ne pas sortir un peu de tout ça, les vrais enjeux de la commune, d'un point de vue politique, en fait, le fond de la discussion du conseil municipal, c'est on a parlé des écoles, très bien, on a compris la logique, on a parlé des équipements dont on a besoin de prévoir en même temps pour la commune. Je comprends que c'est aussi intégré. Je ne sais pas s'il y a d'autres enjeux. Les enjeux, ça va être d'expliquer à la population pourquoi leur terrain constructif ne va plus être demain. Oui. Non, mais je pense que c'est le thème qui va montrer. Vous n'avez pas compris ma question. La question, c'est est-ce qu'il y a d'autres enjeux en fait, pour la commune qu'on ne verrait pas aujourd'hui, histoire que nos prochains, nos futurs successeurs ne se retrouvent pas dans une problématique qu'on aurait anticipée aujourd'hui. Alors, la capacité des réseaux aussi, on regarde beaucoup. On regarde la capacité des réseaux. Non, mais là aujourd'hui, je veux dire par là, on a vraiment mené l'élaboration de ce PLU en totale symbiose avec l'élaboration du SCOT. Donc ça veut dire. Non, mais c'est très important. Je ne veux pas réagir systématiquement, c'est un débat. Je réponds à ta question. Je réponds à ta question là. Je veux dire par là que tous ces les enjeux qui ont été identifiés au niveau du SCOT ont été traités au niveau du PLU. Tu n'as pas écouté la réponse. Tous les gens. Je pense que tu n'as pas. Excuse-moi, je ne vais pas rentrer dans un débat. Je ne sais pas les autres qui sont autour de la table, vous avez compris le sens de ma question, en fait, qui était très générale, en fait, qui n'apportait pas forcément il me semble, pour avoir un débat constructif. A priori, il y a les enjeux, on les a tous identifiés et on les a tous inscrits dans le PLU. Ce serait intéressant qu'on puisse se dire tous ensemble, oui, ok, a priori, on n'en a pas d'autres. C'est le sens du débat, en fait, simplement. Oui, c'est pas plus, c'est pas moins que ça. Il y a des dizaines d'avenir, ça peut évoluer. Non, c'est-à-dire tous les enjeux qui ont été identifiés au niveau du SCOT sont bien été traités au niveau du PLU. Donc toi, Michel, on ne voit pas d'autres des défis, des enjeux qu'on n'aurait pas effectivement, madame a souligné l'assainissement, effectivement. Et tous ces enjeux dont vous
parlez, hein, c'est tous les axes qui sont détaillés dans ce projet d'aménagement et de développement durable. Donc ça, c'est vraiment votre projet de politique, le socle de votre PLU. Vous pouvez aller le relire, parce que pour l'instant, effectivement, on va le débattre, on va faire le débat ce soir, on présente les chiffres, etc. Moi, derrière, s'il faut des ajustements de mots, de phrases, etc., vous pouvez le relire, parce que c'est quelque chose que vous avez débattu il y a 2 ans, vous pouvez en reprendre connaissance. Et là, les enjeux, ils sont vraiment matérialisés là-dedans. Là, par exemple, si je prends l'axe 1, c'est conforter le rôle de polarité de Benerc. Et derrière, on a hiérarchisé des enjeux, ils y sont. Il y a aussi, par exemple, la reconversion du centre Guyenne, qui est un grand enjeu aussi sur notre commune. Ça en fait partie. Dans le règlement écrit, du coup, il y aura des outils qui permettront de pouvoir élargir l'accueil sur ce centre Guyenne, ne pas se fermer les portes, le projet est super intéressant. Voilà, et tout ça, c'est en se protégeant de d'autres. Exactement, en se protégeant d'autres, qui pourraient effectuer, pourraient mettre en nuisance sur la voie publique, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont écrites vraiment dans ce document. Si vous... La commission va y travailler maintenant, on a redébattu, et ensuite on le présentera au prochain. Mais voilà, si vraiment vous avez des ajustements de mots ou quoi, n'hésitez pas à les faire remonter, et moi je modifierai, on vous enverra la version finale. Là, le but, c'est de ne plus modifier les chiffres, parce que voilà, maintenant on va être sur la fin, après d'une procédure, donc il fallait figer vraiment cet élément-là, parce que c'est l'élément que l'État regarde, clairement, je ne vais pas vous mentir, les enjeux, ils les regardent aussi. Là, ce qu'ils veulent regarder, c'est si vous avez effectué cette fameuse réduction par rapport à la loi qui va être... Évidemment, tout ce document a été partagé par les compétents. Après nos précautions. Ok. Deuxième fois. Il n'y a pas de vote, hein, parce que ça dépend. Non, pas de vote. Et par contre, voilà, si vous avez des ajustements sur des termes, des choses que vous voulez rajouter ou pas, ou enlever, etc., n'hésitez pas. On le débat ce soir, mais voilà, si vous voulez faire des ajustements, n'hésitez pas à revenir. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Donc il y a une date forte. Oui, mais après, voilà, moi dans la semaine, là, s'il faut, dans la semaine, après, voilà, une semaine après, là, je peux continuer à le toucher. En plus de ça, bon, ça n'a rien à voir avec le PLU, on va encore parler de chiffres. Il y a un document qui est demandé, je pense, par les services de l'État. Alors, c'est par les services de l'État. Alors, il y a eu un gros débat à la communauté de communes pour savoir si on le remplissait ou pas. Alors, on a quand même été assez incités à le remplir. C'est l'artificialisation des sols actuels. Donc, sur ce document, moi, aujourd'hui, on ne va pas le parcourir dans sa totalité, mais par contre, il faut juste regarder les chiffres. Hein, je veux juste regarder les chiffres. Qu'on va vous montrer l'artificialisation. Par contre, on va rajouter, si vous me permettez, une phrase sur le document, en disant que ce document que les chiffres qu'on a présentés ne seront pas opposables, parce que c'est simple, la demande a été faite en août, avec une injonction de le faire en septembre, et ils ont bien voulu le reculer en octobre. Le travail à faire, si on n'avait pas fait le PLU, on n'aurait pas été en capacité de rendre le document. C'est parce qu'on était en PLU qu'on a le travail avait été fait. Ça veut dire que la plupart des communes, là, sont dans la mouise. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter ce document, mais on rajoutera cette phrase-là, si vous me permettez, pour nous protéger. Pour aussi respecter par le fait du délai qui est Ce document, c'est un document qui retranscrit les chiffres dont on vient de parler. Qu'est-ce que vous avez consommé les 10 dernières années? Est-ce que vous avez consommé plus de terres agricoles, plus de terres forestières, plus de terres déjà en friche? Est-ce que vous avez fait de la reconversion, etc. Donc ce diagnostic qui permet à l'État, parce que du coup c'est pas eux qui le font, ils vous demandent de le faire un peu un bilan de ce que vous avez artificialisé ces 10 dernières années. Donc vu que c'est les chiffres qu'on a utilisés pour le PLU, c'est des chiffres qu'on remet ici. Donc eux, ils avaient déjà fait une première consommation, donc on retrouve quasiment les mêmes chiffres, ils ont fait plein de diagrammes, etc. Et ensuite, ils nous demandaient donc de compléter quel type d'espace vous avez consommé. Donc sur 2011-2024, il y avait 0,48 hectares d'espace agricole, le reste c'était classé en espace naturel, 18
65, et il y avait un petit peu d'espace forestier pour 0,82 hectares. Ça, c'est des chiffres clairement qu'on n'a pas inventés, c'est des données qu'on a et qui sont matérialisées sur le portail du CEREMA. Alors là on rentre vraiment dans du détail, mais voilà, c'est un portail qui est à la portée de tous, c'est sur internet, vous pouvez taper commune de Fenêtre et vous voyez les chiffres qui sortent. Nous, en tant que bureau d'études, on a des chiffres beaucoup plus précis. Donc il y a des chiffres qui vont être très larges. Si vous allez sur le portail de l'artificialisation, c'est des chiffres un peu élargis sur votre commune. Nous, c'est beaucoup plus précis puisqu'on a travaillé en lien avec le service instructeur, donc les autorisations d'urbanisme qui sont réellement tombées sur votre territoire, et on les a cartographiées et ensuite on a regardé sur combien d'hectares ou de mètres carrés ils ont été déposés et on a additionné tous ces chiffres-là. Donc en gros, nous aujourd'hui on a mis des vrais chiffres et des fois il y a des disparités entre le CEREMA et les vrais chiffres qui sont énormes. Pour notre commune, c'est un peu anecdotique, elle n'est pas énormément, mais il y a certaines communes. C'est du simple double. Du simple double. Donc toutes les communes ont grand intérêt de vérifier les chiffres. D'où le fait qu'ils veulent mettre la phrase en disant que ces chiffres ne sont pas opposables. Et donc c'est un document qui n'est pas opposable, hein, c'est juste un diagnostic. Donc comment c'est pas ce qu'ils vont faire avec? C'est ça. Donc, eux, ils vont l'utiliser, en fait, ils vous demandent de faire le travail pour après l'utiliser et essayer peut-être de mettre à jour leurs chiffres sur le portail qui est en ligne, hein, que tout le monde peut voir. Mais voilà, comment ils vont traiter cette donnée, parce qu'il y a des communes, comme l'a dit Mme Alexandre, qui ne sont pas en capacité d'annoncer des chiffres aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas dans une procédure de document d'urbanisme. Donc voilà, on marche un peu à tâtons avec ce document. J'avoue que moi, c'est la première fois que je le remplis. Une autre commune me l'a présenté, une autre intercommunalité me l'a présenté sur une élaboration de plan local d'urbanisme intercommunal, mais ils n'ont pas souhaité le remplir. Bon voilà, c'est un souhait, mais après, effectivement, vu que vous êtes en démarche PLU, qu'on a les chiffres, autant qu'on remplisse et vous mettre un peu à couvert avec cette fameuse phrase que vous propose Madame Alexandre. C'est bon pour tout le monde? Oui. C'est juste une petite remarque sur la dernière page. Il y a des dates, il y a 2014, 2014. Oui, là je pense que c'est 24. Voilà. Ok, merci. Merci. Je crois que là, par contre, il faut voter. Non. Il faut prendre acte. Vous prenez acte. Mais c'est bien d'expliquer comment. Oui, je prends acte, je l'attends. Alors, prenez acte et attesté. C'est bon? Merci beaucoup. Oui, merci. Donc, on va reprendre le fil de notre. Vous avez une présentation à projeter ou pas? Non. Si, je peux peut-être. Et s'il y a des ajustements à faire sur le PADD, je reste disponible pour prendre en compte ces éléments. Il y en a. J'ai une obligation, je vais partir parce que je veux juste présenter ma ville avant et vous laisser ou. On peut changer l'ordre de délibération. Et après, je m'en vais. En fait, Madame Boissard a une contrainte importante personnelle et elle demande s'il est possible d'intervertir en fait les points de l'ordre du jour. Donc le dernier point sur le 7, de le passer maintenant. C'est possible, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est possible et après, est-ce que tout le monde est d'accord pour passer dans ce sens-là? Ouais. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci. Et il y a des gens qui doivent revenir? Oui. Je viens d'appeler. Mais
je vais démarrer parce qu'elle est il est parti à la mairie en attendant. C'est bon, on va essayer de respecter ça pour que vous n'ayez pas de problème sur le thème. Non, mais c'est pas juste. Alors, du coup, pour donner un peu d'attitude à Mme Boisard, on va passer au point numéro 5. Information de l'adhésion de la commune de Portet au CIAS. Oui, alors donc aujourd'hui on fait partie du CIAS, qui est le syndicat intercommunal d'action sociale, qui est à CES, donc qui se charge aujourd'hui au niveau du service de l'aide au maintien à domicile, le portage de repas et des petits travaux de jardinage. Et nous, en tant que notre commune, on a adhéré que pour la partie aide au maintien à domicile. Le portage de repas, nos administrés que nous avons, mais par la communauté de communes. Et nous avons aussi les petits travaux qu'il faut, mais c'est vraiment une petite partie du CIAS parce que c'est une activité qui n'est pas trop développée, qu'ils font juste comme ça. Donc jusqu'à maintenant, plusieurs fois on a eu des débats de savoir comment ça se passe au niveau du CIAS. La nouveauté cette année, parce que ça a été un gros travail d'une année que le CIAS a fait avec un bureau d'études, c'était donc de se rapprocher de la commune de Portet, qui a un gros potentiel au niveau donc des bénéficiaires, je les appelle, des bénéficiaires, d'intégrer la commune de Portet au niveau du CIAS pour pouvoir effectivement élargir et avoir plus de bénéficiaires et aussi travailler sur le fait d'amener un peu le CIAS à l'équilibre pour que ce soit quelque chose qui soit intéressant. Il y a eu donc le conseil syndical le 12 septembre, l'adhésion de Portet au CIAS a été votée au niveau du CIAS, et donc là il est demandé à toutes les communes qui adhèrent au CIAS de passer aussi cette délibération dans leur conseil municipal pour pouvoir effectivement voter cette délibération pour que ce soit, il y a un timing qui est quand même assez short, très très restreint, parce qu'avec ça, ils vont demander ensuite au département pour que Portet puisse intégrer le CIAS à partir du 1er janvier. Voilà, globalement, les informations que je peux vous donner par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les capacités du CCSKU à englober le Portet, ils sont distants, ils ont les capacités de... Ils ont englobé les bénéficiaires existants d'une partie du CCS, parce que c'était le CCS de Portet qui faisait ça, d'une partie, donc les bénéficiaires. Ils pensent aller plus loin parce qu'ils ont moins de 100 bénéficiaires sur la ville de Portet, donc c'est quand même quelque chose, ils ont une capacité d'évolution qui est quand même assez grande de se porter au niveau du nombre d'habitants, c'est quand même un bon truc. Et ils ont intégré ça, ils ont intégré ensuite une partie du personnel de Portet, donc pas tout le personnel, mais une partie, donc ça veut dire que les aides à domicile qui étaient sur ces bénéficiaires-là ont été intégrés au CIAS, donc c'est-à-dire que les bénéficiaires de Portet qui sont aujourd'hui, vont se retrouver avec leur aide à domicile. Donc en fait, c'est ça qui est prévu au départ. Et ensuite, il y aura une ouverture qui sera plus grande pour aller chercher plus de personnes supportées et avoir plus de bénéficiaires globalement pour le CIAS. Donc, il y a tout un équilibre qui a été calculé, disant que il rentre aujourd'hui, Portet arrive, il n'y aura pas d'impact en fait sur les finances du CIAS. En tout cas, assuré pour une certaine période. D'accord. Ça, c'est sûr et certain. Au niveau finance, mais au niveau... capacité à répondre au service. Oui, ils ont tout intégré. En fait, ils ont intégré. Comme ils ont intégré les... Voilà. Ils ont intégré l'impact sur ceux qui bénéficient déjà et voilà. Ils ont intégré une partie du personnel et donc voilà. Donc il est proposé. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Donc, il vous est proposé donc, de valider, ça a été validé au CIAS, donc cette intégration de la ville de Portet au CIAS. Oui, il faut approuver. C'est un vote. Qui est contre? Voilà, une question? Est-ce que ça modifie
l'adhésion aussi, c'est payant d'avoir de la commune. Pour l'instant, rien ne change pour la commune. Rien. Ce n'est pas parce que Portée est arrivé que cette année on va nous dire, ou l'année prochaine on va nous dire, voilà. Mais là, après, je ne sais pas. Mais ce qui a été calculé, c'est que pour l'instant, pour nous, c'est ISO, pour les communes. Après, avec l'évolution, ce qui va se faire, on verra, mais voilà. C'est ce qui nous a été présenté. Est-ce qu'il y aura possibilité parce qu'on en profite quand même très peu. Oui, et est-ce que c'est plutôt pas mal que Portée de Cimet ait grand bien le face et, parce qu'eux, ils sont sacrifiés. Voilà, ils sont en train d'absorber tout le personnel qui est déjà sur place, donc eux, ils vont y être à part entière. Et est-ce qu'il y aura moyen que sans ça, on paye beaucoup Alors, d'abord le sujet qui est vraiment épineux, parce que ça fait un moment que Gambert n'est pas là, moi aussi. Et Philippe, je sens qu'il va falloir. C'est du chagrin. Il va falloir affiner ça va nous coûter. Est-ce que ça va avoir le coup de le faire? On va le faire. Il va falloir affiner toutes les données, parce qu'on va être pénalisé. Du moment qu'on se retire d'une association telle que on va nous pénaliser, de tous savoir à la précision à quel moment et combien de temps on va pouvoir l'amortir. Sans compter qu'il nous faut quand même aussi, quand on veut sortir de ce genre de résultat, la validation aussi de la préfecture de nous laisser partir. C'est pas si simple que ça. Parce que vous m'avez dit, on est à combien? On est à 10 000, un peu plus de 10 000. On va aller plus loin. On est à 10 000. Oui. On est à 12 000 là. Ouais, c'est ça. On est à 12 000. On est à 12 000 et on va aller là. Pour l'instant, on est à 12 000. On ne sait pas comment ça va se passer. 12 000 pour. C'est quoi la pénalisation? Alors, on est là. Le dernier recensement qu'on a eu en bénéficiaire vénère, je crois qu'on est à 2 ou 3. Donc 2 ou 3, ça va pas avoir un impact sur les finances du CES. Et oui, et parce que notre cotisation, c'est basé sur la participation. Après, c'est dans les mêmes choses. Si tu veux sortir, tu payes. Mais oui, tu là, tu payes. La loi dit en fait, il y a plusieurs choses. Il y aura. On le paye une fois la pénalisation. Oui, mais c'est ça. Il faut savoir que. L'idée. Alors, juste que vous sachiez, la loi impose qu'on offre ce service. Oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a la sortir de là, on doit assurer qu'on continue à offrir ce service à notre population. Donc ça c'est important. Et ensuite il faut aussi la validation de la préfecture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire comme ça, allez, salut les gars, ciao. Non mais en plus ça veut dire pas la sûr aller ailleurs qui nous coûtera moins cher. Et voilà. Mais effectivement, il va falloir se pencher sur le sujet. C'est très compliqué parce qu'on en parle. Galliard a fait des recherches, c'est hyper compliqué de sortir de ça. Après, voilà, c'est un service qui est proposé. Mais il faut garder le service. C'est obligatoire. Il faut quand même dire. Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il faut quand même dire que c'est un service de qualité. C'est un service de qualité parce qu'on a quand même beaucoup d'entreprises privées qui proposent ça, on n'en parle pas, mais c'est un service de qualité puisque les agents sont formés, ils sont assurés, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, c'est très bien. Mais malheureusement, au niveau de nous, de NERT, voilà, on n'a pas beaucoup de bénéficiaires. Il y a d'autres communes qui ont énormément de bénéficiaires qui sont très contents, ça se passe très bien. Mais nous, ça mais ça va pas être du tout. C'est aussi, on a on communique énormément là-dessus. On a même demandé aussi de rencontrer nos assistantes sociales parce qu'il faut savoir que quand il y a des dossiers comme ça de la part aux autres, c'est par les assistantes sociales que ça passe. Elles ont rencontré les assistantes sociales de l'autorité pour leur présenter, ils sont autorisés mais pas dans le SIAS. Il faut quand même se dire, pour essayer c'est-à-dire que quand les personnes arrivent, leur dire nous avons le SIAS ou nous, et on essaye le plus possible de communiquer, on en parle quand on reçoit des personnes en permanence, mais c'est très compliqué voilà. Donc, effectivement, c'est une réflexion. Donc,
maintenant portée est arrivée, il faut peut-être se dire, est-ce qu'on y va? Et si on y va, combien la pénalité ça va nous faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir Et combien ça coûte ailleurs? Et qu'est-ce qu'on va trouver ailleurs comme parce que c'est possible que les services sont beaucoup plus élevés à disposition à nos bon, si vous n'avez pas d'autres, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Bonne soirée. Donc on va poursuivre par les informations de décision prises par le maire depuis la séance du 28 ans. Donc vous avez vu l'ensemble. Donc, sur votre document, vous avez toute la liste. Est-ce qu'il y a des observations sur cette liste d'engagement de presse? Une question par rapport à la prestation du régisseur par exemple sur le spectacle Kraken. Est-ce que ça donne un bon indice de ce que va coûter l'intervention de mairie par rapport au coût? Par exemple, on voit que c'est pas loin de 1400 et le concert en lui-même en 1000. Est-ce que ça donne une bonne idée à peu près du ratio qu'on aura entre le coût d'un spectacle, d'un concert et... Alors, pas vraiment parce qu'il n'y a pas de règle. Je veux dire, on a des concerts qui se payent sur l'entrée et on n'a que la régie. Il y en a d'autres. Mais non, mais dans le cas où c'est un achat. Mais c'est tellement peu souvent que, si tu veux, dans la globalité de la programmation, c'est pas une règle. Non, c'est pas une règle. Voilà. Mais on en parlera mardi, mercredi. Mais c'est pas une règle, non. Non, on ne peut pas dire. On a des concerts relativement chers, effectivement, on a l'addition des deux. Il y en a qui sont pratiquement bien et qui sont très qualitatifs aussi. Donc, globalement, quand tu prends l'ensemble et que tu lisses, tu n'as pas de règle. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de règle. Non, parce que c'est Ok, donc le président, après l'approbation des tarifs de repas de restauration scolaire, tout à fait par M. Leclerc. Alors, à mon tour, du coup, je vais vous parler ce soir du dispositif cantine à 1 euro. Alors, vous vous souvenez, il y a 3 ans, on avait voté la mise en place d'une convention avec l'État pour permettre d'obtenir des subventions d'État pour tout repas qui servait à 1 euro en fait, sur la commune. Donc, on a bénéficié de ce dispositif pendant 3 ans. Et pourquoi aujourd'hui ce sujet revient sur la table? C'est qu'on est à la fin de ces 3 ans et donc il a fallu, il faut qu'on relance, en fait, qu'on renouvelle cette convention d'État. La nouveauté, c'est que les conditions d'obtention de la subvention ont évolué. On est toujours sur un principe en fait, de subventionner les repas à 1 euro ou en dessous de 1 euro, mais avec d'autres contraintes. Donc jusqu'à présent, dès que vous serviez un repas à 1 euro, vous avez droit à une subvention de 3 euros, quelles que soient les conditions, en fait, quelles que soient les conditions. Là, maintenant, la grosse nouveauté, c'est que c'est pour tout repas à 1 euro ou inférieur, et sous condition que les parents ont un quotient familial inférieur ou égal à 1000 euros. À 1000, d'accord? Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que ça a un impact important, en fait, sur le niveau de subvention que la commune touche. On a évalué à peu près à 40 000 euros la perte de subvention. D'accord ? Toujours pour vous expliquer de manière générale qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle convention, il y a aussi une autre contrainte, une autre possibilité aujourd'hui, c'est de gagner 1 euro en plus de subvention. Donc 3 euros plus 1 euro, à chaque fois qu'on peut justifier qu'on respecte bien la loi italienne. Donc,
l'objectif, c'est de rentrer dans un outil dédié d'État, nos achats et toutes les évidences, les preuves qu'on répond bien à la loi Egalim. En faisant ça, ça nous permet de récupérer 1 euro de plus. Okay. Avec tout ça, est-ce que la mairie n'est pas déficitaire? Alors justement, c'est le but de tout ce que je vais vous présenter là maintenant. Donc si je poursuis un peu, et pour rappel, en fait, la grille qu'on avait votée il y a 3 ans était la grille suivante. Ouais, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Ah si, c'est celle-là, mais elle est en 2 parties. Elle est en 2 parties. Donc, de 0, donc on était déjà sur une échelle avec un tarif par niveau de quotient familial. Donc la première tranche de 0 à 600 euros, un prix à 0,7 centimes. De 600 à 1400, 1 euro de tarif de repas. De 1400 à 1800, 2,3 euros et 30 centimes. Et de 1800 et au-delà, 3,6 euros de repas, de prix de repas. Donc vous comprenez que l'équation qu'on a devant nous, voilà, c'était de voir comment en fait compenser la perte de subvention. Avec 2 facteurs importants qui sont le premier, c'est ce qu'on a réévalué, c'est le coût de revient d'un repas, qui est aujourd'hui de 9,45 €. Hein, donc le prix de production, en fait, si j'intègre l'électricité, l'eau, le personnel, les denrées alimentaires, donc tous les coûts qu'engage la commune, on est à 9,45 € par repas servi. D'accord ? Donc ça, c'est une première information importante à avoir en tête. Et la deuxième à avoir en tête aussi, c'est l'objectif pour nous qui était de dire de ne pas réduire en fait la qualité du service. Donc, pour nous, il n'était pas question de dire on essaie de compenser une perte de subvention en réduisant la qualité. En fait. Donc, par exemple, acheter des denrées alimentaires de moins bonne qualité, ainsi de suite. D'accord ? Donc ça, c'est les 2 paramètres importants. Basé là-dessus, l'objectif a été d'équilibrer le compte. D'accord ? On est parti du principe que l'objectif c'était de proposer une nouvelle grille tarifaire qui permette de compenser en fait cette perte de subvention. D'accord ? Voilà. Les tarifs là, depuis 2021 n'ont pas du tout changé, ils se sont appliqués début 2024 pareil. Ouais, tout à fait. Ça veut dire qu'on cherche aussi à inclure le coût de l'inflation. Alors non, justement, c'est en réalité non, parce que comme on essaie de travailler à ISO budget, à équilibre, si tu veux, c'est pas comme si on était en train de dire qu'on augmente régulièrement nos tarifs. D'ailleurs, si vous voulez... C'est parce qu'on l'a pas fait, que ce coup-là, en se basant sur le 9,45, qui est le tarif 2023. Oui, excuse-moi, tu as tout à fait raison. Le fait... Alors, non, en fait, le 9,45 €, excusez-moi, n'a pas été un driver, n'a pas été, un paramètre dans la discussion. Moi, je tenais simplement à rappeler que le coût en fait réel, c'est 9,45 €. Aujourd'hui, on a une tarification actuelle qui est bien en deçà des 9,45 € et que tout le delta, c'est la mairie qui l'endosse en fait. Donc aujourd'hui, on est déjà dans un effort très considérable de la mairie en fait pour réduire, pour payer le complément en fait. Oui, alors j'ai des documents effectivement que Madame Michel qui explique effectivement tout la structure des coûts et on arrive dans des sommes importantes qui restent à charge de la mairie. Tout à fait. Et donc effectivement, on n'a pas tenu compte de cette inflation. On aurait pu effectivement dire, au-delà de vouloir faire un exercice à l'équilibre, c'est-à-dire simplement garantir finalement que la perte en termes de subvention elle soit neutralisée, et c'était le but de l'exercice, d'accord ? On aurait pu aussi dire, aller plus loin, comme tu dis, et aussi tenir compte de l'inflation, c'est pas le cas. Donc ça veut dire aussi concrètement que c'est bien la commune aujourd'hui qui absorbe totalement tous ces coûts et qui est finalement transparente pour les parents. Donc la commune, l'ensemble des... Oui, exactement. Donc si je poursuis,
Donc en fait, ces éléments, tous ces éléments ont été travaillés en commission. On a fait plusieurs réunions, alors des réunions un peu plus serrées avec Nicolas et ensuite une réunion au niveau de la commission où on a travaillé en fait la grille qu'on vous a présentée d'accord, en termes de nombre de tranches. Parce qu'en fait, notre objectif après, ça a été de dire il y avait deux possibilités. Enfin, c'était important pour nous de travailler l'équilibre, mais aussi d'avoir une meilleure répartition de l'effort en fonction des revenus de chaque parent. C'est pour ça qu'on a augmenté le nombre de tranches de traitement. Donc ça permet d'avoir en fait une progression plus linéaire, plus linéaire sur l'ensemble des tranches. Alors, puisque on est au mot linéaire, pourquoi il y a des bosses du coup ça saute de 2 à 3, puis de 3 à 3,5, de 3,5 à 4,5, de 4,5 à 5. En gros, il y a des bosses. Alors en fait, fort de la discussion qu'on a eue pendant la commission, et fort aussi de l'expérience de Pamela Bozard, qui est une profession qui était très proche du social et qui s'occupe aussi du CCAS, c'est elle aussi qui nous a aiguillés sur quelles étaient les tranches de COEF qui étaient peut-être les plus susceptibles d'être vraiment impactées par l'augmentation de celles qui l'étaient un peu moins. Voilà. Donc je suis en train de te dire que c'était pas un calcul scientifique, c'était pas un calcul scientifique, c'était une réflexion en fait, une discussion qu'on a eue en commission. Ça n'a pas été corrélé avec le nombre de personnes de chaque tranche. Oui, tout à fait. Là, le tableau il est très simplifié. En fait, on a travaillé sur un tableau, on a regardé en fait la répartition des bénéficiaires par COEF, d'accord. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'évaluer en fait la perte de subvention. Ensuite, à chaque fois, bien sûr, on a fait un calcul, là pour le coup scientifique, qui est de dire par nombre de bénéficiaires sur chaque coefficient par rapport au tarif qu'elle va payer, combien elle compense la perte de subvention, et on s'est mis à l'équilibre. Des gens, En sachant que les tranches moyennes, on va dire, de 1000 à 1400, c'était là où il y avait le plus de familles. Donc c'était eux, il y en avait la moitié des familles qui étaient dans ce cadre-là. Donc du coup, c'est là où c'est qu'il a fallu augmenter, mais sans trop non plus. Voilà, on ne va pas pénaliser ces gens qui ont... Ça, parce que si tu veux, dans les 2600 €, ils sont pas une dizaine, même pas. Oui. Voilà. C'est ça, c'est aussi qu'il ne peut pas non plus faire porter l'effort sur les gens Sur qui ont les nombre. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors effectivement, il y a aussi cette discussion, on l'a eu pendant la commission, qui était de dire finalement, quand on a mis en place la grille en 2021, finalement, l'effet négatif que ça a eu, c'est qu'on s'est totalement déconnecté de la réalité du prix d'un repas. 0,7 comparé aux 6,50 ou 7 déjà de l'époque, c'était vraiment très, très démesuré. Et je pense que l'État l'État lui-même, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il y avait énormément de communes qui avaient utilisé le système à fond, comme nous on l'a fait en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus aussi à 1000 de COEF. Parce que nous, même sur la commune, c'est rappelé à combien de subventions par an, on est à 70 000. Ouais, c'est énorme, 70 000 € de subventions qu'on touchait. Tu multiplies ça par le nombre de communes, tu te rends compte que l'État là mettait un paquet de pognon sur ce sujet. Donc on voit qu'ils ont voulu restreindre aux 1000, et nous la logique aussi a été de dire il faut qu'on arrive à retraduire aussi dans la grille que l'effort en fait il est surtout porté sur les et moins sur les autres foyers. D'ailleurs, ces grilles, là, ces niveaux de ce niveau, là, il n'a pas changé depuis des années. Non, il n'existait pas avant. Justement, c'est ça le point. C'est 800. Comment t'as dit, pardon? C'est 800. Il y avait un 600 à 1000. Non, attendez, il ne faut pas confondre, faut pas confondre de choses. Il ne faut pas confondre de choses. Jusqu'à présent, pour tout repas facturé à 1 € ou moins de 1 €, quel que soit le coefficient du foyer, on avait droit à la subvention. Oui. Donc en fait, en gros, l'État choisit une règle, c'est 1 000 €, et ce sera ajustable à ton avis, selon l'inflation, selon des choses. Ça, c'est l'État qui fixe. On n'a pas d'expérience par rapport à ça. Non, donc je te confirme bien, il n'y avait pas de coefficient, il n'y avait pas de condition de coef. Maintenant, il y en a un, il est à 1000, et comment ça va évoluer, je ne saurais pas te dire en fait. Donc les bosses, je n'ai pas bien compris, mais je demande à ta mère. Pourquoi il y a des tranches, en gros, ce qui est gênant dans les tranches, c'est en gros, tu sautes d'une tranche,
tu te retrouves avec 1 euro de plus de revenus, ça peut te coûter jusqu'à 140 euros par an pour que ton boss aille à Ouais, du coup, je vais faire une tentative de réponse quand même. On sait, et c'est l'information que nous donnait Pamela, des familles qui sont sur les coefficients entre 0 et 1000, elles sont extrêmement modestes. Tu vois ma remarque est portée sur les voies, c'est un peu plus tard que ça se fait. Ouais, après, c'est aussi un choix de voir un moment. Entre les 3 et 3,5 par exemple, tu veux dire. Oui, tu veux dire que celui qui a 1799, il va être 3,5, et celui qui va passer à 1800, il va passer à 4,10. Pour 1 euro de plus de soutien familial, il va prendre 1 euro. Voilà, c'est ça que je veux dire. On n'est pas, effectivement, je suis d'accord avec toi, on n'est pas sur quelque chose de linéaire. Mais je sais que tu changes de culture, tu payes quand même 1 euro de plus. Non, mais en fait, finalement, c'est pour les matheux, on n'est pas sur quelque chose de linéaire, on est plutôt sur quelque chose qui fait ça. Non, c'est juste que ça fait bien ça, j'ai vérifié, mais il y a 2 bosses au milieu. D'accord, il y a une bosse. Alors, sachant que pour les gens, c'est vraiment des marges, c'est-à-dire que vraiment, ils se butent dans le haut de la tranche, et eux, ils payent. Vraiment. Ouais, tout à fait. Après, est-ce qu'on ne peut pas diminuer cette hausse de tarif pour les familles nombreuses? Parce que sinon, par exemple, je prends quelqu'un qui a un cube de 1400, il est trop cher aujourd'hui. Il a 2 enfants, ça fait x6. Oui, mais avec la carte qui dans les allocations familiales. Celui qui a 1400, c'est pas sûr qu'il a la carte. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui gagne plus de 7 euros par mois, par an. Ouais, déjà, à 3 enfants, il touche à la carte, même là. Alors l'idée, Madame Weber de me rappeler cet argument important, c'est qu'on n'avait pas vocation de rentrer dans ce type de complexité, en fait, de considérer le nombre de personnes dans la famille. Pourquoi? Parce que c'est Coef, en fait, qui fixe directement ça. C'est Coef, en fait, qui vient tenir compte du nombre d'enfants. C'est le public. C'est pas le salaire, en fait, c'est vraiment le quotient familial. Exactement. Alors, cela dit, ce que dit Aurélien, c'est que ça traduit ce que vont ressentir les gens en voyant le nouveau tarif. C'est-à-dire qu'effectivement, la famille de 3 enfants va se retrouver. Il faut leur rappeler que c'est bien pour ça qu'en fait on a basé notre grille de tarif sur le quotient familial. Oui, mais on va sur les revenus. Oui, mais le QRS est calculé sur les revenus. T'as pas mal à ton rapport de revenus. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans la discussion détaillée de comment calculer un quotient familial, mais par définition. Et d'ailleurs, ça porte le nom porte bien son. Oui, les enfants représentent bien ce que ça veut dire, c'est un quotient familial. Alors, je vous donne 2 informations complémentaires quand même. Donc, la première, c'est que malheureusement, en fait, ce dossier, on a commencé à le traiter en juin, d'une manière assez tardive par rapport à la rentrée scolaire. Et donc on a fait le choix pour permettre aux parents en fait, de se retourner et de faire des choix. On peut imaginer qu'il y a des parents qui vont dire avec le tarif que je vais payer, je préfère trouver d'autres solutions. On a délayé en fait la mise en œuvre de cette grille à la rentrée des vacances prochaines en fait. D'accord ? Donc là septembre, ils payent normalement. Alors ils payent normalement, sous-entendu. C'est la mairie qui est en train de compenser déjà. Il faut savoir qu'on est déjà en train de faire un effort de 5 000 euros à peu près là, sur septembre-octobre, de 6 semaines, pour compenser le. Voilà, on ne se voyait pas dire en septembre aux parents vous allez rigoler, il y a une nouvelle grille derrière. Non, c'est pas le cas. Et on va communiquer comment là? Parce que là on va le voter, il faut que ça soit communiqué rapidement. Alors j'ai préparé une lettre d'explication assez détaillée qui reprend tous les éléments que je vous ai présentés ce soir et qui n'attend que le vote de ce soir pour être communiqué aux parents en même temps que la facture de la période septembre. Alors, donc on va communiquer avec en même temps qu'on va envoyer les factures. On va communiquer sur le NTLA ou l'équivalent NTLA numérique. Et voilà. Parce que quand tu dis tu communiques cette info au moment de la facture en sachant que les factures elles tombent pendant les vacances.
Donc c'est pas un bon plan. On mettra dans les la facture tables. cantine, elle arrive pendant les vacances scolaires. Oui, mais sur la période écoulée, c'est-à-dire que là, vous allez communiquer pendant les vacances scolaires pour une facture qui va arriver en décembre. Voilà. Oui, bien sûr, mais les gens ils vont avoir une semaine pour se retourner pour savoir si ils vont mettre leurs enfants ou pas à l'école. Il faut que l'info elle apparaisse maintenant. Ouais, c'est ça. Tout à fait. J'avais pas compris que la facture était distribuée. Des fois, les factures elles arrivent fin de la première semaine. Donc, il nous reste une semaine pour. C'est déjà la question qu'on s'est posée en disant que c'était pas possible que ça commence en septembre parce que Voilà, les parents se sont engagés en septembre. C'est pour ça qu'il faut communiquer. Non, en fait, Madame Wenger, j'allais dire Forêt, explique effectivement que les factures ne sont communiquées et transmises aux parents que sur la période de vacances, en fait. Et donc là, on va perdre du temps, en fait. Donc, j'ai envie de dire, pour laisser un maximum le temps aux parents d'intégrer l'information et éventuellement de se configurer, c'est dès la semaine prochaine qu'il faut pouvoir envoyer l'information. L'idée, finalement, de le lier à la facture n'est pas bonne, en fait. Il faut communiquer les approches. En disant que ça sera effectif qu'à partir de la rentrée de novembre. Oui, et ils paieront en décembre cette partie-là. Mais voilà, au moins ça leur laisse, ils ont 3 semaines et demie, 3 semaines pour se retourner. Donc il y a ces 5 000 € là pour couvrir ces 2 périodes. Et il y a aussi le fameux euro en fait, de loi Egalim en fait, qui représente à peu près 12 000 € de subventions qu'on peut toucher en plus, qui aujourd'hui on considère qu'on les a acquis. Sachant qu'il faut avoir conscience que c'est un effort administratif de fournir toutes les informations. C'est pas quelque chose que tu fais une fois dans le mois, il va falloir le faire régulièrement. Donc forcément, c'est de la charge administrative en plus côté mairie. Mais ça représentait, on avait calculé combien 12 000 €. 12 000 €. Ce qui n'est pas une page sur les 70 000 dont on parlait. Et en parlant du champ administratif, au collège ou au lycée, les factures cantines sont facturées au trimestre. Là, elles sont facturées 5 fois dans l'année. Par période aujourd'hui. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 5 minimum parce qu'il y a des vacances tous les 6 et 7 semaines. En fait, tu as les vacances d'octobre, les vacances de décembre, février, avril et l'été. Voilà, 5 factures. Et les trimestres, ça fait 3. Et l'année, peut-être aussi. Ouais, mais après, attention, plus élevée. C'est un peu obligatoire. Je pense qu'à la base, d'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à rentrer dans ce mode-là. Je te dis ça. Après, c'est du travail aussi. Oui, je comprends bien, mais pour les familles. Du coup, pour avancer, comme je vous disais, ce dossier a été traité en commission école et il a été présenté la semaine dernière lors de notre bureau. Il a été nouvellement au bureau des adjoints immédiats. Donc, je vous propose ce soir, si vous n'avez pas d'autres questions, alors allez-y. Bien sûr. Alors, nous tenons à rappeler que... Non mais attends Fabienne, excuse-moi, je ne comprends pas, une fois de plus, Si, mais ça vient dans t'inquiète, il fallait qu'on aille dessus. Non mais une fois de plus, même quand on fait l'effort de communiquer, de partager, d'avoir des réunions de travail, ça n'empêche que... Oui. Okay. Non mais c'est juste pour l'ensemble des... Et nous tenons donc à rappeler qu'il y a 3 ans, nous vous avions alerté sur le risque de procéder à la réduction de toutes les tranches des tarifs des repas. Vous les avez calculés de manière à ce que les subventions reçues via ce dispositif de l'État compensent la perte de recettes induites par cette baisse de tous les tarifs. C'est ce qu'on a fait. Nous avions proposé alors une toute autre démarche en diminuant uniquement les tarifs des familles au niveau de mesures familiales concernées par le dispositif de l'État. Le bénéfice obtenu aurait permis, par exemple, de faire des achats pérennes pour la cantine scolaire sans toucher au budget cantine. Aucune réflexion commune et débat n'a pu avoir lieu à l'époque, et nos propositions ont été validées d'un revers de main. Il suffit de se référer au procès-verbal du conseil municipal du 29 juin 2021. Vous nous accusiez même de ne pas favoriser l'accès à la restauration scolaire, ce qui était bien sûr totalement faux. Les familles les plus aisées avaient moins besoin d'une réduction de tarifs malgré toute la bienveillance qui était derrière votre choix. Mais, comme nous pensions, cela finirait par fragiliser le budget cantine, car nous savions que la mesure d'État était limitée dans le temps, 3 ans. Cela n'a pas été anticipé, notamment parce que, comme défendu à l'époque, vos choix ont été faits dans l'urgence. Le dispositif existait pourtant depuis plus d'1 an, mais soit cela peut arriver.
C'est malheureusement de nouveau le cas cette année, puisque les modifications du dispositif étaient connues depuis début 2024. Et nous voilà cet été au pied du mur pour décider du moins pire. Nicolas a participé aux réflexions et nous sommes satisfaits de cette ouverture. Nous apprécions aussi l'augmentation du nombre de tranches que nous appelions de nos voeux il y a 3 ans, car plus juste socialement. Et donc, après cette intervention, en fait, on voulait poser quelques questions, mais tu as répondu à plusieurs, puisqu'on demandait comment vous alliez communiquer les changements de tarifs. Donc, vous avez répondu. Nous avons été étonnés de lire dans la dernière municipale que la subvention provenait du conseil départemental, alors que la délibération indique que c'est l'État qui la verse. C'était une erreur. Et après, on demandait donc si vous aviez souscrit à l'engagement par rapport à la loi Egalim, donc tu as dit que oui. Et s'il y avait une participation de la mairie qui aurait été récompensée, oui. Puisque c'est bien ça. La mairie compense en partie ces augmentations de tarifs, malgré tout, puisque vous aviez... Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Oui, je reviens à la technique. Est-ce qu'il a bien été pris en compte que les parents qui n'ont pas communiqué leur quotient familial ne peuvent plus payer 3,60 mais 6? Est-ce que ça a bien été pris en compte dans le calcul? Tout à fait, dans le tableau que tu as reçu, la première ligne qui est pour tous les foyers qui n'ont pas communiqué de quotient, paye le plein tarif. Paye le plein tarif, tout à fait. Dans ce cas-là, ils ne sont pas comptés dans la somme. Je pense qu'ils vont calculer. Si, ils sont comptés dans la somme. C'est ce que j'ai sous les yeux. Alors, je te confirme, Sylvain, ils sont. Je vais pas revérifier les informations que Mme Delvert a communiquées, mais je te confirme en fait que tous les parents, enfin, d'ailleurs, c'est de la projection, hein, c'est ça, hein, d'accord, on s'est basé en fait sur ce qu'on avait vu en fait en. On est d'accord, parce que moi je te dis juste qu'il y a des trous dans la moi je suis un élément de la somme qui représente environ 7 000 €. Bah, ouais, mais c'est pour ça, enfin, je suis assez sûr de moi, en fait. J'ai passé un peu de temps sur. Je pense pas que ce soit un problème de bonne route. Ah non, mais je te dis juste, tu peux me faire a priori confiance, ça a été intégré. Oui, d'accord. On va le revérifier, mais. Alors, du coup, l'autre phénomène, c'est que comme il y a plus de tranches, c'est dans nos deux bénéficiaires, leurs parents vont avoir certainement intérêt à donner leur quotient familial. Et donc, on va venir se distribuer dans la somme aussi. Donc, ça, c'est deux choses qu'on pourrait pouvoir tenir compte. En gros, quand tu ne donnes pas, c'est que tu te dis, c'est pas pour moi, je gagne trop. Ouais, exactement. Et là c'est pas là qu'il va te rattraper, maintenant, je passe ouais, alors il faut savoir en fait que tous les ans, on communique dans la lettre municipale dans un courrier qu'on adresse par portable sur les stations numériques. On le rappelle une fois dans l'année qu'il est important de communiquer son quotient familial, quelle que soit sa situation. Bah, écoute, excuse-moi, mais je ne vais pas aller chercher les 22 personnes qui disaient ce que je voulais dire, c'est que si les gens se déclarent, ils ne vont plus payer forcément. Mais on est effectivement sur une projection. C'est sûr que là, tu as tout à fait raison de dire que ces 22 personnes, si elles se déterminent, elles vont avoir un impact. A priori, moi j'aurais tendance à dire que si elles n'ont jamais communiqué leur quotient familial, c'est que de toute évidence, elles sont plutôt aisées et qu'elles sont au-delà des. Bah écoute, moi j'ai oublié une fois, c'est M. Puget qui l'avait imposé, ce qu'il m'avait dit, Jean-Laurent embêté à l'époque, c'est que quand on le communique, et ben on devrait payer plein tarif jusqu'à une certaine période. Ouais, tout à fait. C'est normal. Non, mais c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Ça devient violent, tu passes de 1 à 6. Non, mais si vous saviez le nombre de personnes, si vous saviez le nombre. Quand tu payes la vente, tu la payes dans le temps, elle est vite. Et là. Non, mais c'est pour un peu loup, ça fait quoi? C'est toujours les mêmes qui sont à la bourre et c'est toujours les mêmes qui expliquent l'administration. Ça fait des années que ça existe, à un moment donné, ça se passe. Aujourd'hui, on a des personnes qui ne communiquent pas
Aussi, une, deux. On pourrait discuter. Et s'il y en a toujours. Moi, j'ai la capitale qui passe le temps à recadrer ces problèmes. Donc, il y a une règle. Si pendant la période et le dossier n'a pas été communiqué, eh bien, on prend plus de compte. Du coup, je ne suis pas sûr d'avoir. La règle est claire sur effectivement les gens vont payer plein pot. Justement parce que la règle est claire, que ces gens-là vont venir donner leur quotient familial. Et donc, ils vont se distribuer en des tranches. Exactement. Voilà. Et donc ça va baisser un peu. Exactement. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'on est bien sur une projection et qu'a priori, on n'a pas sécurisé notre équilibre. C'est impossible. Exactement. Plus j'y pense, plus c'est impossible de prévoir exactement. Parce que plus les parents, au passage, qui disent que peut-être d'enlever leurs enfants, ou des règles dans les doigts mettre moins, ça ne peut pas le calculer. Exactement. Mais là, on est vraiment sur un exercice de... Le 9,45 €, est-ce que le prix varie en fonction du nombre d'enfants, ou est-ce qu'il est une base fixe? Et que s'il y avait 50 enfants de moins, ça serait concrètement, c'est surtout les denrées alimentaires éventuellement qui peuvent être impactés à court terme. Après, tu vois, c'est les coûts d'électricité et eau, en France, c'est assez linéaire. Et les frais personnels, c'est à un moment donné, si on se constate que sur 3, 4, 5 mois, durablement, on a beaucoup moins de production, on peut peut-être réduire nos personnels. Mais tu vois, l'impact, c'est pas le. Dans le temps, c'est quand même. La dernière question, c'est rapport aux adultes. Je ne vois pas de ligne correspondant à l'augmentation de 2 € qui est aux adultes. Alors, j'ai cru comprendre que pour certains, c'était un avantage en nature, donc ça ne vient pas d'une recette, en fait, le fait de montrer les tarifs ne correspond à rien. Par contre, certains sont remboursés, enfin, je ne sais pas si j'ai pas compris exactement qui nous remboursait de leur repas. Mais bref, il y a des recettes là aussi. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a tout le temps dans ce cas? Alors, je dirais, après, je pense qu'on sert à peu près une trentaine de repas. Non, peut-être non, je vais dire. Je pense que c'est une. Ouais, c'est ça. Il y a les enseignants, donc dans les adultes, là, il y a les enseignants qui viennent de temps en temps. Il y a les animateurs, effectivement, qui sont finalement la majorité, en fait. Et je pense qu'on est à peu près sur une dizaine, peut-être, c'est ça? Un peu plus, ouais. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on a augmenté leur tarif aussi? Alors, j'ai vu la réponse, et effectivement, c'est passé de 6 à 8, mais est-ce qu'on a pris compte dans notre calcul d'équilibrage de ces 2 € supplémentaires de recette? Non. Très simplement, non, mais j'ai envie de dire que c'est à la marge par rapport au montant global dont on est en train de parler. 4 000 €. Michel. Ouais, il me semble, mais bon, ouais. Donc en faisant cet exercice, en gros, je trouvais quelques biais dans le truc. En refaisant l'exercice, on devrait pouvoir baisser un peu ce qu'on demande aux parents. Ce qui aurait l'avantage de moins choquer effectivement celui qui a 3 et puis on peut venir te voir. Il ne vient pas par corps, c'est pas vrai. Mais bref, il y a peut-être moyen de faire un peu mieux. Après, c'est aussi un choix. On peut dire, on va laisser passer, malheureusement, 2 mois se sont écoulés. On a 5 000 à 10 000 € à récupérer pour septembre et octobre. Je ne sais pas, ça peut être un choix. Non, mais après, ça peut être ajustable. Je veux dire, comme il y a tellement d'aléas, on vient de voir, entre celui qui va enlever son enfant, celui qui va finalement déclarer son coefficient, il y a tellement d'aléas qu'à la limite, qui nous interdit dans 3 mois de faire un point et de faire, si vraiment on s'est trompé. Mais à mon avis, il y a tellement d'aléas qu'on va être à la marge. Je pense que dans les arguments que tu as avancés, on voit bien qu'il y a des éléments qui montrent qu'on a été peut-être un peu trop optimiste et peut-être que l'exposition de la mairie sera plus importante que prévu. Oui, voilà. Par exemple, les 22 bénéficiaires, si je prends que cet exemple-là. Et il y a d'autres éléments, comme tu dis, où là, pour le coup, c'était du gain qu'on n'a pas identifié et qu'on aurait pu mettre encore à disposition. Après, une fois de plus, je rappelle que, donc, tu vois, dans le dossier global, il y a quand même des moins et des plus. Et je rappelle quand même que la mairie, là, déjà, prend en charge ces 5 000 € pour
pour cette première période, qu'il y a tout le travail en fait d'intégrer les informations de la loi, de nos informations pour obtenir les 12 000. Donc les 12 000, très honnêtement, aujourd'hui, ne sont pas garantis. Je vous rappelle qu'on n'a pas de responsable du service entretien, toujours pas. Donc c'est bien Madame Weber aujourd'hui qui s'occupe de ces services en plus de tout son travail. Donc c'est des charges, ça va pas être évident à mettre en œuvre. Donc si tu veux, je pense que globalement, dire qu'on peut encore aujourd'hui optimiser la grille de tarifs à la baisse, je pense que ce serait déraisonnable. Et c'est pour ça que je rappelais aussi d'ailleurs le revient, c'est 9,45 €. C'est certainement quelque chose qu'il faut mais je t'enverrai la lettre que j'ai préparée, comme ça si tu as des. Je pense que les prix sont plus que corrects. Je suis déjà pas du tout dans le sens parce que moi je considère que justement on a permis à toutes les catégories, voilà, ça a été notre choix contre le choix proposé, on a permis à toutes les catégories justement de bénéficier de ces subventions. On en bénéficie pendant 3 ans, pour aujourd'hui une subvention diminue, et voilà, on vient à notre tarification, c'est cohérent. Sinon, voilà, il fallait faire différemment, ne pas faire bénéficier tout le monde, et on aurait pu effectivement reporter les choses. Donc il ne faut pas venir après et dire, oh là, du coup, comment on peut encore baisser. Non, les prix, encore une fois, ils sont corrects quand on les regarde. Non, je ne dis pas que les prix sont pas corrects, je dis qu'on peut faire mieux. Non, mais je sais, j'ai bien compris. Mais est-ce que alors, parce que sinon, tu as l'air de dire ça va me mettre en colère. Et est-ce qu'on peut faire mieux? Je le rappelle, 9,45 € par repas, c'est une charge colossale pour la mairie. Aujourd'hui, en fait. On communique là-dessus, et en plus, il y a un coût qui n'est pas accompagné. Écoute, c'est ce que je suis en train de faire, mais visiblement, tu as totalement convaincu, donc je te le redis encore une fois. Et c'est ce que je dis d'ailleurs depuis des années à l'opposition, qui a l'impression que c'est un dossier où la mairie traîne beaucoup des pattes. C'est pas du tout le cas. La politique aujourd'hui, au niveau de la cantine à venir, elle est très très favorable aux parents, en fait, y compris en termes de qualité de service qu'on propose. Je rappelle quand même qu'il y a peu de communes aujourd'hui qui proposent en fait de la production locale. Il y a très peu de communes qui le font. On a la chance à venir de l'avoir. On avait la chance jusqu'à présent d'avoir en fait une grille tarifaire qui était totalement décorrélée de la réalité de nos comptes. Là en fait on fait un premier pas. Même les gens qui payent le plus aujourd'hui à 6 €, et je peux te dire qu'ils ne sont pas beaucoup sur la commune, qui vont payer 6 €, il y a encore 3,45 € qui est gelé par la mairie. Donc ça c'est la réalité. Tu peux. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a quand même fait le choix, parce qu'à un moment donné, la question est se posée, face à l'inflation, face à aujourd'hui ce qu'on a subi sur les 2-3 dernières années. Le poste cantine, c'est un coût énormissime quand même, donner tout bout à bout entre les employés, entre les coûts d'alimentaire, etc. Quand tu mets tout bout à bout, en termes de charges, c'est un coût quand même énormissime. On a fait le choix, contre vents et marées, de le maintenir, parce qu'on aurait très bien pu basculer sur un secrétaire, etc. Mais ça, c'est pas notre politique. Et accessoirement, malheureusement, je ne veux pas être trop caustique et je ne veux pas vous faire peur. Mais ça nous pend en fait. Aujourd'hui, quand on voit les difficultés qu'on a pour recruter un chef cuisinier, le moment où on va devoir décider de basculer en fait sur de la cuisine centrale, moi aujourd'hui je suis très inquiet. C'est notre choix pour l'instant. Non, mais c'est pas un choix politique, mais à un moment donné, quand on n'aura pas le choix, potentiellement on va y arriver. Vous ne vous imaginez pas la chance qu'ont les enfants de manger à ce prix-là à la cantine. Et encore, les parents rechignent à payer 1 € ou 2 € le repas des enfants. Ils ont l'entrée, le plat, le dessert, le fromage, le pain, l'eau, le service et tout. Tout ça, ça se paye. Non, vous allez pas là que vous avez rendre compte. Tout le monde. Avant, on achetait des tickets pour envoyer les enfants à la cantine. Et c'était le même prix pour tout le monde. Il n'y avait pas toutes les Le seul point dans la communication du groupe d'opposition, que je rejoins en fait, c'était de dire qu'à l'époque, on a vraiment voulu faire cet effort pour les parents, de dire on met vraiment à disposition l'ensemble de la subvention. Accessoirement, à cette époque-là, j'ai entendu personne venir me voir pour me dire bravo,
bravo pour l'effort en fait. Non, mais Sylvain, tu parles de colère, mais je peux te dire aussi qu'il y a des frustrations de ce point de vue-là. C'est le seul point que je rejoins, c'est-à-dire qu'à l'époque, si je devais le refaire, rien que pour garantir en fait la cohérence entre la réalité d'un coût de revient d'un repas, je le ferais peut-être pas en fait. Mais c'est le seul point, excuse-moi. Parce qu'après tout l'autre blabla, honnêtement, je m'en serais bien passé, mais bon. Non, mais je le lis. Non, parce que nous, je pense que à l'époque, on s'était bien embarré pour une proposition qui n'était pas complètement. Non, mais ta proposition à l'époque, elle n'était pas du tout sur ces aspects-là. C'était bien. Ta proposition à l'époque, c'était simplement de voir comment tu veux augmenter la qualité des denrées alimentaires, comment réutiliser cette subvention. Si on avait fait ça. Quelque chose, on n'avait pas eu de débat, et donc on aurait très mais là, tu me parles d'il y a 2 ans. On a parlé dans le passé. On a eu un débat aujourd'hui. On a fait notre boulot de commission. Mais c'est ce qu'on apprécie. Et on est en train de pas d'il y a 2 ans. Oui, mais il n'empêche qu'il y a 3 ans. Là, on essaie on avance pas en fait. T'as encore des questions? Bah, on n'avance pas. Non, mais c'est bien d'entendre aussi que dans le message, il y a du pour et il y a du contre. C'est pas juste un. Celui qui 35 fois, on n'avance pas. Si vous me permettez, on va pas refaire la guerre. Est-ce qu'au moins on peut enlever les bosses? Est-ce qu'on peut enlever les bosses? Alors, on est passé de 2 à 3, puis ensuite de 3 à 3,5. Bah là, c'est le concept qui décide. J'ai pas compris. Enlever les hausses digitales sur certaines tranches. Sachant que c'est des tranches. On passe à plus 1 euro sur la tranche. Le truc aussi de ces tranches et 1800. Le truc de ces tranches, c'est aussi que quand on a fait le calcul, on a regardé entre les tarifs d'avant et les tarifs d'après. Et de voir de combien de pourcents se faisait cette augmentation-là. Là, on a aussi essayé d'amortir à peu près. Vous avez des augmentations, de bons pourcentages. Ouais, à peu près. Donc là, la proposition de Sylvain, c'est concrètement de retravailler la grille, c'est ce que je. Oui, mais moi je demande à se passer en Tu vas bien, Cora? Oui, mais les citoyens des d'accord qui étaient Et c'est la proposition de Sylvain. La commission a travaillé, moi je. Oui, la commission a travaillé, le bureau a intéressé, maintenant si quelqu'un. Après, c'est un on passe au plus. Parce que les auteurs. Juste une question, les tarifs quand ils sont proposés comme ça, est-ce qu'il y a une durée limitée avant? Non, on peut. D'ailleurs, dans la lettre que je te communiquerai quand même, Sylvain, comme ça tu vas te mettre en colère. Je précise bien en fait qu'on va. J'ai vraiment fait un travail de communication, vous allez voir. Et à la fin, je précise effectivement qu'on va revoir plus régulièrement, du coup, de manière beaucoup plus régulière en fait, nos coûts, VS l'évolution la cartographie, on va dire, des foyers qu'on a sur la commune pour essayer de la gestion. Parce que là, c'est un peu aussi c'est un peu le retour d'expérience aussi, c'est de dire qu'il faut qu'on arrête en fait de laisser de manière figée en fait ces tarifs pendant plusieurs années, parce que du coup, quand on est obligé d'augmenter, ça fait mal. Je rappelle quand même une fois de plus que là, en fait, on n'est pas en train de compenser l'inflation, on est juste en train de compenser la perte de subvention. Bon, je vous propose un coup de vote ici qui est d'avis de retravailler la grille. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on vote la délibération. Ouais, et eux, sous-entendu, ceux qui sont contre et qui voudraient retravailler, ils veulent contre a priori. Qui est contre? Alors qui vote contre? Ils nous voient. Qui s'abstient? Une procuration ou pas? Non. D'accord. Qui s'abstient? 3 abstentions. Et donc le reste vote. Voilà, je ne sais pas. Approuvé. Et il y a un point que j'avais j'étais pas plus pour susciter. Il y a un dernier sujet à la qui a trait à la création d'un emploi non permanent à temps non complet sur le grade d'adjoint technique qui fait face à un placement temporaire d'activité. Tu veux le présenter? Alors pour le faire assez simple, aujourd'hui on a notre service entretien qui est alors je ne vais pas dire sous pression, c'est pas qu'ils sont totalement sous l'eau, mais qui est en tension en fait. Et cette tension est essentiellement liée au fait qu'on a fait une nouvelle salle de classe à l'école élémentaire, et surtout on a
ouvert en fait une nouvelle salle polyvalente. Donc ça, c'est des charges supplémentaires. On a la nouvelle espace socio-culturel aussi qui est là. On voit aussi que le côté cantine, ça reste tendu. Donc, pour mieux gérer en fait globalement notre personnel, entretien restauration, on propose de créer un emploi, un non permanent supplémentaire. Vous vous souvenez, en juin, on en a côté, et là on propose d'en rajouter un pour mieux gérer la charge. Est-ce que cette charge va se reproduire chaque année? Alors, parce que là on voit que c'est temporaire. Là, alors non, mais justement, donc là on est sur du durable. On voit bien que c'est une fois de plus, on essaie d'accompagner le mouvement, c'est-à-dire on a de plus en plus de surface à gérer, on a de plus en plus d'enfants à accueillir, donc forcément il faut qu'on se structure. La logique là, dans un premier temps, c'est de faire du non permanent et après de revenir comme on avait fait l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on a passé en fait des non permanents en permanent. En fait. On a, à chaque fois qu'on est en mesure, exactement, à chaque fois qu'on est en mesure de dire bah là, on va s'activiter de manière durable, on convertit en voilà. Donc là, l'idée, c'est de voter simplement la création de cet emploi non permanent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté, approuvé. Donc l'ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal est clos.